Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 22h. Voici les titres que nous allons développer ensemble. Il y aura 2 chaises vides demain lors de la conférence sociale. La CGT et Force ouvrière ont décidé de claquer la porte. Le dialogue social n'a donc pas résisté aux derniers arbitrages du gouvernement, malgré le discours de François Hollande aujourd'hui. Analyse et débat à suivre dans cette édition. Un état du réseau ferroviaire jamais vu, ce sont les termes accablants du rapport des experts 1 an après l'accident de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Les experts mettent en cause un défaut de maintenance important. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, a réagi aujourd'hui. Et puis attention à la batterie de votre téléphone ou de votre ordinateur si vous prenez l'avion vers les États-Unis. L'agence américaine du transport aérien a annoncé que les appareils électroniques déchargés et qui ne peuvent donc pas s'allumer ne seraient plus admis dans les avions en partance vers les États-Unis. Malgré donc le boycott par la CGT et Force ouvrière de la conférence sociale demain, François Hollande a revendiqué cet après-midi sa méthode du dialogue social. Lors de son discours d'ouverture, le chef de l'État a défendu sa démarche qui, selon lui, a porté ses fruits depuis 2 ans et il a condamné les perpétuelles surenchères. Écoutez François Hollande. Soit nous attendons que la croissance revienne mécaniquement en Europe et dans le monde. Et nous risquons de payer cet attentisme par plus de chômage et plus de déficit. Tel n'est pas mon choix. Soit nous mobilisons toutes nos forces, hâtons les décisions, amplifions encore les réformes. Et à ce moment-là, il y aura plus d'investissement, plus de consommation et plus de croissance. C'est la seule voie possible si nous voulons en finir avec la défiance, la déploration, le dénigrement que parfois nous pratiquons les uns ou les autres. Chacun sait les positions des uns et des autres. Mais je vais vous dire franchement ce qui est en cause, ce qui est en jeu. Ce n'est pas simplement une conférence sociale, c'est l'idée même du dialogue social. Et donc, sans surprise, je vous le disais en titre, ce discours n'a pas convaincu la CGT et Force ouvrière qui boycotteront le second jour de cette conférence sociale. Et donc, le discours de Manuel Valls qui interviendra dans l'après-midi en clôture de cette conférence sociale, discours que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre antenne. Écoutez maintenant les réactions de la CGT et de Force ouvrière à l'issue du discours du chef de l'État. On a le sentiment que le gouvernement répond aux revendications du patronat, ne s'intéressant pas aux attentes des salariés. Il suffisait d'ailleurs de voir les organisations patronales féliciter le gouvernement tout à l'heure. Hein, c'était significatif. Donc j'ai indiqué à partir de là que nous étions là aujourd'hui pour dire ce que nous pensions à la fois du pacte de responsabilité et que Force ouvrière serait absente toute la journée demain à cette conférence sociale. Sur le compte pénibilité, autrement dit le droit de partir plus tôt à la retraite, sur les 24 heures qui concernent les questions ayant trait au temps partiel, le MEDEF a obtenu ce qu'il a voulu avant même l'ouverture de la conférence sociale, alors que nous n'avons aucune garantie, et c'est le moins qu'on puisse dire, que nos revendications seront portées sur la table. Et donc notre confédération a décidé de ne pas participer à cette table ronde demain. À la veille de la présentation de l'audit financier devant le bureau politique de l'UMP, une enquête sur le paiement par le parti des pénalités infligées à Nicolas Sarkozy a été ouverte aujourd'hui. L'ancien président, mis en examen la semaine dernière pour corruption, est suspecté d'avoir fait payer par l'UMP des pénalités qu'il aurait dû régler lui-même après l'invalidation des comptes de sa campagne présidentielle de 2012. Le point avec Jérôme Bonnard. Plus de 150 000 € d'avance de l'État à rembourser, plus de 360 000 € d'amende pour dépassement de dépenses sur la campagne 2012. Ces sommes devaient être payées par Nicolas Sarkozy lui-même après l'invalidation de ses comptes de campagne l'an passé. Mais selon nos confrères du Figaro, une enquête judiciaire est en cours depuis quelques jours. L'UMP aurait payé ses pénalités à la place de l'ancien président et cette transaction pourrait être illégale. Après Big Malion et les soupçons de fausses factures, cette nouvelle affaire vise Nicolas Sarkozy et l'UMP en pleine tourmente financière. Selon un autre journal, le JDD cette fois, l'audit sur les comptes du parti réclamé par la direction intérimaire pourrait enfoncer le clou. Les informations qui ont fuité ce week-end montrent que les chiffres seraient dans le rouge. Près de 80 millions d'euros de dettes et des dépenses qui, si elles sont avérées, seraient étonnantes. 24 000 € en billets d'avion auraient par exemple financé des déplacements de Madame Copé. Certains voient déjà la fin du parti.
Si les sénateurs UMP n'ont pas souhaité réagir, pour certains les chiffres sont faux, mais pour tous l'inquiétude est bien présente. La crainte de l'ampleur du déficit ou d'éventuelles malversations, la crainte aussi d'un règlement de compte fatal au parti. Un an après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en Essonne, qui avait causé la mort de 7 personnes et fait des dizaines de blessés, les experts judiciaires ont rendu aujourd'hui des conclusions sévères à l'encontre de la SNCF, mettant en cause un déficit de maintenance. Julie Hulin. Un rapport accablant. Près d'un an après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, la SNCF et sa politique de maintenance sont pointés du doigt. Si les deux experts écartent la thèse d'un acte malveillant, ils évoquent un état de délabrement jamais vu et des centaines d'anomalies sur la voie incriminée. Il convient de noter les termes sévères, souvent employés par les experts, pour mettre en exergue l'état de délabrement de 7 appareils de voie et le déficit de qualité de la maintenance constaté sur la zone de Brétigny-sur-Orge. Le secrétaire d'État au transport Frédéric Cuvillier a déploré ce matin la situation extrêmement dégradée du réseau ferré français, tout en rappelant la nécessité de laisser la procédure judiciaire être menée à son terme. Quant aux principaux syndicats de la SNCF, ils dénoncent la politique de leur direction et notamment la future réforme ferroviaire qui pourrait selon eux accentuer les dysfonctionnements. Un non-sens selon le rapporteur du projet de loi au Sénat. Quand on dit faire des économies, ce n'est pas des économies en ce qui concerne l'entretien du réseau. Au contraire, il devrait y avoir des moyens accrus. C'est simplement faire en sorte que les redondances qui peuvent exister actuellement dans les actions menées d'une part par RFF et d'autre part par SNCF Infrastructure, que ces redondances doivent être, je dirais, atténuées, disparaître. C'est ça le véritable objectif. Mais il n'est pas question de faire des économies sur le réseau. Nullement question de faire des économies sur l'entretien du réseau, bien au contraire. En fin de journée, les dirigeants de la SNCF ont manifesté à nouveau leur responsabilité dans le drame de Brétigny, tout en affirmant que le réseau ferroviaire français est sûr, et même l'un des plus sûrs d'Europe. L'heure de vérité approche pour la SNCM. Les négociations ont enfin démarré aujourd'hui autour de la compagnie maritime pour tenter de mettre un terme à la grève qui s'enlise depuis 2 semaines, provoquant notamment de fortes tensions en Corse. C'est la première des informations détaillées ce soir par Nathalie Guillouard dans le Tour de l'Info. Début des négociations aujourd'hui sur l'avenir de la SNCM après 2 semaines de grève. Autour de la table, le médiateur nommé par le gouvernement, les syndicats et les élus locaux. L'ambiance est tendue, les collectivités territoriales proposent aujourd'hui un moratoire de 4 mois sans redressement judiciaire pour la SNCM. Une proposition que prônent plusieurs organisations syndicales. Mais pour le moment, le redressement judiciaire est la solution préconisée par l'actionnaire majoritaire et l'État. Des tribunaux paralysés, de multiples renvois d'audience. Aujourd'hui, les avocats ont fait grève dans de nombreuses villes de France. La profession manifeste contre le projet d'une taxe sur les revenus des avocats, destinée à assurer le financement de l'aide juridictionnelle. C'est pas à nous de payer pour défendre les gens qu'on défend déjà en étant sous-payés, en étant indemnisés de façon beaucoup trop minime en fait. Là, ce qu'on nous demande finalement, c'est de financer ce pour quoi on travaille, donc ça n'a pas de sens. Ils réclament un financement pérenne de l'aide juridictionnelle. C'est leur 3e journée de grève en un mois. 3 extrémistes juifs auraient avoué le meurtre du jeune palestinien brûlé vif à Jérusalem selon des journaux israéliens. Des aveux qui interviennent dans un climat de grande tension. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou appelle au calme face au risque d'une escalade de la violence à Gaza. Le président israélien Shimon Peres a également pris la parole pour condamner le meurtre du jeune palestinien. L'agonie est la nôtre. Je ne la compare pas à l'agonie de la mère et du père, mais c'est le plus haut degré de regret et de honte. Téléphone ou ordinateur portable déchargés ne peuvent désormais plus faire partie du voyage pour les États-Unis. Un renforcement des contrôles de sécurité dans les aéroports initié par Washington. Selon des spécialistes américains, les autorités craignent que les ordinateurs portables, tablettes, téléphones et autres appareils électroniques puissent être utilisés comme des bombes. Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironise sur l'incompréhension du mouvement des intermittents par François Hollande.
Allez, on débat maintenant de la conférence sociale dans la 22h ce soir et puis du discours du président de la République pour ouvrir cette conférence sociale cet après-midi, discours que vous avez pu suivre sur notre antenne. On en débat avec François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste, secrétaire national au travail, à la formation professionnelle, à l'emploi. Avec vous sur le plateau, Jérôme Dubu, secrétaire national de l'UMP, bonsoir. Vous êtes en charge de la croissance pour l'UMP, tout un programme. Stéphane Rosès, notre chroniqueur politique, est avec nous également ce soir, président de CAP et maître de conférence à Sciences Po Paris. Et puis Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique. Bonsoir, Jean-Louis. Jean-Louis, on va commencer avec vous. Il y avait des attentes fortes, évidemment, autour de ce discours de François Hollande. La période est tendue, l'exécutif est sous pression. Est-ce qu'à votre avis, le discours aujourd'hui de François Hollande a été de nature à rassurer des partenaires sociaux au bord de la crise de nerfs ? Aucun discours n'est de nature à rassurer les partenaires sociaux de nos jours. Donc de toute façon, malgré les efforts... Donc c'était perdu d'avance. C'est pas... Non, parce que parce qu'il y a des informations, il y a l'ensemble de... Il a répété sa stratégie économique, politique, sociale, européenne même d'ailleurs, mais de là à rassurer, c'est pas un discours qui peut rassurer des gens, mais une stratégie sur le long terme. Non, je crois que d'abord, dès le départ, il est quand même handicapé par le boycott de deux syndicats qui sont quand même représentatifs, puisqu'aux dernières élections, ils représentent 40%. Donc c'est quelque chose d'important et qui a quand même pesé lourd dans son discours. Alors, il rappelle d'abord, je crois que c'est important de le dire, que le dialogue social, c'est pas vrai que ça ne sert à rien. Il a réitéré les avancées qu'ont permis les deux précédents dialogues sociaux, conférences sociales. Ensuite, eh bien, il est allé fixer, et c'est là où le problème blesse, c'est qu'il est donné le programme de ceux qui allaient suivre. Et là, effectivement, on s'aperçoit que, vu ce qui a été fait ou engagé, et maintenant, ce qui reste à faire, il faudrait, pour faire quelque chose de très important, qui rentre véritablement dans le dur. Par exemple, l'un des débats qui est important, par exemple, c'est le Code du travail, par exemple. Et il n'a pas évoqué cette question. Je ne dis pas qu'il aurait fallu qu'il l'évoque d'une manière comme le MEDEF ou qu'il fallait qu'il l'évoque comme les autres partenaires sociaux, mais ces questions de dur, il n'a pas osé les aborder franchement. Alors François Calfon, vous savez, il faut parler simplement. La conférence sociale, c'est un petit peu comme le festival d'Avignon. Finalement, s'il y a une partie du ON, et on l'a vu, la première représentation à Avignon, qui tombe un peu à l'eau, c'est la présence de l'EFO et de la CGT. Ce qui compte, c'est le OFF. Et le OFF, c'est les contacts avec les partenaires sociaux. L'enjeu, il était lequel ? Donc ce qui s'est passé avant le discours de François Hollande cet après-midi, parce que demain, au OFF, il n'y aura ni la CGT, ni Force ouvrière. Ce qui va continuer à se passer. L'enjeu, il est lequel ? Est-ce que la CFDT continue dans une stratégie de dialogue social, celle qui a permis, dans les deux précédentes conférences sociales, d'abord un accord sur la sécurisation de l'emploi et qui permet par exemple que quand il y a des plans sociaux au sein des entreprises, on ait des accords majoritaires dans 60% des cas. Il y a un accord compétitivité à Renault qui permet de préserver des sites en France. Voilà l'enjeu. La CFDT reste à la table. Le bilan des 2 ans est bon et donc il fallait s'arrêter là. La CFDT reste à la table. Est-ce qu'il y avait quelque part un pot un peu à recoller ? Oui, il y avait un pot à recoller, eu égard à un certain nombre de déclarations qui sont plus à la Matteo Renzi du Premier ministre. Mais la copie de François Hollande a été bien remplie ce soir, je crois. Alors, Jérôme Dubu, est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que le bilan des 2 ans est suffisamment satisfaisant pour ça ? Allusion à François Calfon sont des accords de branche qui n'ont rien à voir avec les conférences sociales. Il y en a 200 qui sont à peu près signés tous les ans. Qu'il y ait une conférence sociale ou pas, c'est à peu près la moyenne de ce qui est signé. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la conférence sociale. Non, cette conférence sociale, c'est un double fiasco. C'est un fiasco sur la forme, parce qu'il y a 2 partenaires sociaux, 2 forces syndicales importantes, la CGT et FO, qui ne sont pas venus. C'est le représentant du MEDEF qui parle ou de l'UMP ? De l'UMP. Parce que monsieur a la double casquette, monsieur Dubu a été au MEDEF. Et ça, c'est très grave, parce que c'est la première fois que ça se produit. Donc il connaît bien les conférences sociales. La première fois où il y a eu un boycott, c'était au vœu de Nicolas Sarkozy, le 1er janvier 2011, où la CGT n'est pas venue. Mais toutes les conférences sociales, toutes les réunions sociales, tous les Grenelles, tous les syndicats y ont participé. Donc sur la forme, c'est un fiasco. Et quant au fond, c'est un fiasco également, puisque nous n'avons strictement rien appris. Monsieur François Hollande a réaffirmé effectivement sa ligne, mais sa ligne, c'est un zigzag permanent. Je prendrai 2 exemples tout à l'heure sur l'apprentissage et sur le chômage de longue durée. Sur l'apprentissage, il y a réellement des négociations sociales qui vont réunir les représentants du patronat et des syndicats. Et je vous fiche mon billet que et FO et la CGT seront présents sur ces négociations. Mais là, ça urge. C'est vrai qu'il y a urgence sur l'apprentissage. Maintenant, on
peut pas dire une chose et son contraire. Dire comme M. Dubu, finalement ces conférences sociales c'est un peu du théâtre, c'est vrai. Hein, et dire en réalité, tu dis que c'était un fiasco. non mais ça c'est vous qui le dites, c'est votre appréciation du théâtre. Et derrière dire finalement ça n'a pas d'importance de discuter par exemple de l'apprentissage et de l'alternance. Non, ces moments-là, ça permet de fixer dans un cadre un peu théâtral, j'en conviens, des vraies négociations. Alors, l'analyse de Stéphane Rosès, comment vous avez trouvé, vous, le chef de l'État, dans cet exercice un petit peu compliqué aujourd'hui, parce qu'il fallait rassurer effectivement la CFDT, il y a des gages qui ont été donnés au MEDEF, et puis il y a la CGT et FO qui claquent la porte. Très certainement, vous l'avez dit, il y avait une volonté d'inscrire une cohérence entre les efforts en matière de compétitivité, la question du système social, le système européen. On peut même se dire que ça aurait peut-être pu être, je dirais, en amont de la première conférence sociale. C'est ce qui a manqué au début. C'est ce qui a manqué au début du quinquennat, vous trouvez ? Oui, peut-être, parce que peut-être que dès le départ, il fallait un récit. Quel est le point en commun entre la gauche et la droite, entre l'électorat de gauche et de droite? C'est que les Français aimeraient que l'on puisse préserver le modèle social et républicain. Mais là où la gauche et la droite se distinguent, c'est que la gauche pense que c'est possible au risque de la conservation sociale. On voit bien que FO et la CGT sont sur cette position. Et la droite pense qu'il faut peut-être écorner le modèle pour survivre. L'intérêt du discours de François Hollande, c'est qu'on sent qu'il y a un début de récit de ce qui est fait. Quelle est la difficulté? C'est qu'il ne pouvait plus aller très très loin à partir du moment où on savait que la CGT et FO ne pouvaient pas être là. Peut-être qu'il faut revoir la question du code du travail pour simplifier, pour rendre les choses plus efficaces, pour avancer à la fois sur la flexibilité, mais en fait le fait que les salariés puissent être maîtres de leur parcours professionnel. Il y a tout un tas d'avancées de fond. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des partenaires. Donc il est possible que le président ait été retenu de ce point de vue-là. Mais peut-être juste pour compléter, pour compléter ce que dit... Oui, mais les indicateurs sont au rouge. Admettez quand même que la majorité actuelle fait un travail qui n'a pas été fait antérieurement. Admettez, en termes de... Il y a 40 milliards d'euros qui ont été prélevés en supplément depuis 2 ans. Mais monsieur Dubu, et 40 milliards d'euros ont été... Le 6C et le pacte de responsabilité vont redonner 40 milliards d'euros. Donc on en revient à la case départ. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est ni plus ni moins. Quand on entend 40 milliards de plus, 40 milliards d'euros de moins. Voilà ce qui se passe. J'appelle pas ça un progrès. Alors, quand on entend le MP ou le MEDEF, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle qui a été pointée par M. Rosès à l'instant, c'est que jamais M. Sarkozy n'a assumé une politique d'offre telle qu'elle est développée aujourd'hui. Évidemment, politique de l'offre, mais oui, bien sûr, c'est une politique de l'offre. Je peux vous dire que les 40 milliards, c'est l'ensemble des contribuables qui la paient. Et puis derrière, on a un MEDEF totalement ingrat, parce que la réalité, elle est laquelle? Elle est que sur la question du pacte de responsabilité, des contreparties au CICE, il y a bien dans la loi un certain nombre de négociations de branches qui sont prévues. Il y a 600 branches actuellement. Vous savez dans combien de branches ont commencé les négociations? Non, pas 30, pas 30, pas 30, pas 30, ça c'est vos chiffres. C'est 6 branches professionnelles. Les chiffres qui sont donnés sont assez différents. Jean-Louis Gombault. Hollande a dit 12. Alors 6, 10, 12, mais en tout cas pas 50. Et la réalité, pour être tout à fait honnête, la métallurgie l'a fait. C'est la preuve que le patronat peut le faire. La métallurgie l'a fait et il y a des accords gagnant-gagnant, puisque vous pouvez m'écouter jusqu'au bout là-dessus, qui ont été faits. Mais quand il y a des branches, notamment les entreprises du médicament, qui disent aux syndicats « nous on ne négociera pas là-dessus », eh bien c'est une sorte de bras d'honneur qui est tout à fait insupportable, surtout quand nous assumons une politique d'offre aussi importante. De croire qu'on peut faire des contreparties quand il n'y a pas de croissance. On est à 0,7% de croissance. Vous nous avez toujours dit qu'il y aurait 1% de croissance à 1,5%. À chaque fois, c'est la moitié. Vous ne répondez pas sur le refus du patronat dans des dizaines et des centaines de branches de ne pas ouvrir les négociations. On laisse répondre Jérôme Dubu et puis après Jean-Louis Gombault. En matière d'emploi, tant qu'il n'y aura pas de croissance. Il n'y aura pas de croissance tant qu'il n'y aura pas de confiance. C'est quand même clair. Et là, le président de la République avait une occasion unique de donner un signal pour redonner de la confiance aux acteurs économiques, entreprises et ménages, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors pour ce qui est des négociations, je reprends le discours de M. Hollande. En septembre-octobre... Il y aura un groupe d'évaluation. Il y aura un groupe d'évaluation. Ce que demandait la CFDT. Oui, donc il y aura...
Non, évaluer l'État. Mais vous, c'est dans le dosaille et tire-toi. Ah non, et François Calfon, on laisse parler Jean-Louis. C'est Cambadélis qui a dit ça tout à l'heure. Mais il l'a dit en anglais en plus. Mais le problème... C'est mon côté décret tout bon, vous voyez. Moi, je suis old-fashioned. C'est un donc, un comité d'évaluation, évaluer quoi? Évaluer les négociations des branches, comment ça s'engage, quels sont les engagements. Et il est vrai que c'est très compliqué au niveau centralisé de dire entreprise par entreprise, qu'une branche puisse s'engager sur des emplois créés, c'est quelque chose de très compliqué techniquement. Mais ce qui n'est pas compliqué, c'est de savoir si au moins ils ont ouvert les discussions. Quand on dit je n'ouvrirai même pas les discussions, alors que par exemple, allez, la grande distribution, ils ont reçu plusieurs milliards d'euros. C'est pas vraiment délocalisable. Est-ce que par exemple sur le temps partiel, alors qu'ils avaient 6 mois de plus pour négocier sur le temps partiel, ils ont fait un quelconque effort? Non, pas du tout. Vous voyez, la grande distribution, c'est le mauvais exemple qui crée des emplois tous les jours. Bon, voilà. Alors le gouvernement, en tout cas, espère à peu près 500 000 créations d'emplois, je crois, grâce au pacte de responsabilité. On a vu quand même que la rapporteure du budget à l'Assemblée nationale, elle est beaucoup moins optimiste que le gouvernement. Elle dit qu'on en créera pas plus de 190 000. Je suis assez d'accord. Ça ne va pas du tout suffire à faire baisser le chômage. Valérie Rabault a fait quelque chose qu'un parlementaire doit faire. Elle a fait un contrôle sur pièce à Bercy. Et elle est allée voir ces gens de la Direction générale du Trésor, qui ne sont pas vraiment des socialistes pour la plupart, et qui ont dit effectivement que le pacte de responsabilité, certes sur le long terme créerait de l'emploi, comme M. Louis Gallois l'a dit, mais qu'à court terme, il aurait des effets récessifs. C'est pour ça qu'un certain nombre de parlementaires pose des questions, celles des contreparties, celles de peut-être plus d'équilibre entre offre et demande. Et je dois dire que sur la base de ces évaluations de la Direction générale du Trésor, je pense qu'ils ont raison. Comment voulez-vous ramener la confiance quand on entend un discours pareil? Comment voulez-vous que les acteurs économiques croient le gouvernement ou sa majorité quand on entend un discours pareil? C'est impossible. Tant qu'on n'aura pas une confiance qui est renouvelée... Ce n'est pas le discours de M. Hollande. Non, c'est le discours de sa majorité. C'est encore plus grave. Ce sont eux qui votent les lois ou qui ne les votent pas. Tant qu'il n'y aura pas de confiance rétablie, les ménages continueront à épargner et ne consommeront pas, et les entreprises n'investiront pas. C'est tout de même simple à comprendre. Et aujourd'hui, on est dans un système, on est dans une gouvernance qui ne donne pas confiance aux agents économiques. C'est tout simple. C'est vrai qu'en l'état actuel de la croissance, Jean-Louis, il y a peu d'espoir de création d'emplois. C'est pour ça que je vous disais dès le départ, est-ce que ce discours est de nature à rassurer? Je dis, n'importe quel discours ne peut pas rassurer tant qu'on est sur une croissance zéro, effectivement. Et ça permet d'expliquer, je crois, cette croissance zéro. Parce que dans le pacte de responsabilité, bon, les économies qui sont engagées, prévues, elles seront faites peut-être dans un volume peut-être moins important, peut-être qu'on n'arrivera pas exactement à ce que l'on cherche sur les déficits, etc. Qui est la donnée manquante? C'est la croissance. En fin de compte, c'est la donnée manquante. On ne va pas faire plus de 50 milliards d'économies de toute façon. Donc, d'où cette volonté quand même. Et on l'a entendu chez M. Valls hier, mais moins chez M. Hollande aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas cette apologie de l'entreprise. Tout à fait, c'est ma prochaine question pour comme il le faisait, comme on l'entendait depuis plusieurs mois. Là, on se demandait si c'était les gens qui avaient boycotté n'avaient pas quelque part poussé. Ils l'ont fragilisé. Juste une chose quand même. Juste une chose. On va s'apercevoir avec les évaluations, parce que quand même, on n'est pas forcément obligé d'être naïf avec l'argent public, même si c'est pour les entreprises et qu'il y a un saint hôtel de l'entreprise. On verra qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça au compte de résultats, qui distribuent des dividendes aux actionnaires. Mais bien sûr que si. Vous le verrez, Monsieur Dubu, parce que vous êtes un observateur attentif. Là, vous êtes un représentant de la nation et non pas de votre corporation du MEDEF. Et l'honnêteté vous poussera à reconnaître ce que je dis là et qui sera démontré. C'est-à-dire l'inscription au compte des résultats. Et de la bonne volonté aussi. Et ça suppose donc un contrôle. La version intellectuelle de cette majorité qui avance à pas compter. Mais on sent bien que ça les frustre terriblement. Et c'est pour ça que dans cette majorité, ça commence à exploser sérieusement. Parce que chaque fois, on a l'impression que ce sont des cadeaux aux entreprises. Ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises. C'est pour remettre de la compétitivité dans l'économie française. C'est pour nous remettre partiellement à niveau, parce que c'est 40 milliards, et on a 120 milliards de différence d'impôts et de prélèvements avec les entreprises allemandes. C'est pour nous mettre un tiers à niveau de l'Allemagne. Voilà, c'est tout. C'est pas un cadeau aux entreprises. Stéphane Rosès, on parlait de François Hollande et Emmanuel Valls. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une répartition des rôles entre les deux, avec un François Hollande plutôt pour le compromis social, et Emmanuel Valls qui donne des coups de menton, sociaux libéraux?
Je dirais qu'il y a des tempéraments sans doute différents et peut-être des philosophies. Oui, peut-être aussi des éléments de philosophie. Il me semble que François Hollande a toujours eu une vision, c'est à la fois un économiste, professeur d'économie, mais c'est avant tout un politique. Donc il voit un paysage politique et il pense devoir faire des compromis entre les uns et les autres. Là où le tempérament de Manuel Valls, on l'a vu dans toutes ses déclarations économiques dans la dernière période, c'est plutôt de dire c'est la compétitivité des entreprises qui finance notre modèle social et c'est de ça dont on doit être les garants. Donc il y a des questions de tempérament, il y a des questions de philosophie. Un peu par la force des choses, ils se répartissent ces rôles, mais ils ne se sont sans doute pas dit au départ, toi tu vas dire ça, moi je vais dire ça. Le tempérament, bien sûr, ils se sont dit, toi qu'est-ce que tu vas dire, bon, comment on se répartit les rôles, mais c'est au départ des questions de tempérament, me semble-t-il. C'est au départ des questions de tempérament, et ça a été dit, la CGT et FO ont fait une mauvaise manière. Je ne suis pas certain que de leur point de vue, ça soit leur intérêt que de jouer la chaise vide, mais très certainement ça a ébranlé un tout petit peu le dispositif. C'est difficile d'aller plus loin quand il y a des gens qui jouent la chaise vide. Pourquoi? Parce que la CFDT, de son côté, elle veut bien faire des mouvements, mais elle ne veut pas se retrouver comme le passé isolé, comme sous François Fillon. Donc elle est prête à faire preuve de responsabilité jusqu'à un certain point. Et donc le retrait CGT, FO est un petit élément de fragilisation. Il y a quand même un point, parce que là on entend une ode à l'entreprise, une sorte d'arrogance finalement à dire politique d'entreprise. Moi, je dirais juste une chose. Sur la dualité Valls-Hollande. Alors, sur la dualité Valls-Hollande, il y a bien évidemment une affaire de tempérament. Il y a sans doute du côté de Valls, pour me faire un peu analyste politique, une forme de modèle de Renzi, qui dit on va bouger très vite. Je voulais juste dire une chose sur le MEDEF. Ils remettent en cause dans leur appel des patrons une chose, pénibilité. Ils l'ont signé, ils s'assoient dessus. Deuxième chose, c'est dans le cadre de la coordination interprofessionnelle. Temps partiel, ils s'assoient dessus. Donc, pour faire un dialogue social qui fonctionne, il y a un moment donné, il faut que les partenaires aient une parole dans la Alors, très rapidement, Jérôme Dubu et Jean-Louis Gombaud, parce qu'on arrive au terme du débat. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le discours de François Hollande, c'est que finalement, il faisait le bilan de ces 2 années et que c'était un bilan catastrophique. Il a dit à un moment, il y a 56% de prélèvements obligatoires, nous avons le record européen, et pourtant, s'il vous plaît, et pourtant pas du tout, et pourtant le nombre de pauvres n'a cessé d'augmenter. Ce qui prouve que finalement, il dénonçait notre système de protection sociale qui est complètement à bout et qui est complètement déficitaire, mais il n'a rien fait pour essayer de le régler. Jean-Louis, simplement pour conclure. Peut-être pas conclure, mais par rapport à ce qu'a dit M. Calfon. C'est vrai ce qu'a dit M. Calfon sur la pénibilité et sur les contrats courts, les temps partiels, pardon. Il s'assoit dessus. Mais le gouvernement aussi s'est assis dessus. C'est-à-dire que, justement, c'est parce qu'il s'est assis dessus, c'est pour ça qu'il s'est assis dessus qu'il y a la chaise vide. Je crois que M. Hollande, ce soir, a dit, et M. Berger l'a noté, que la question de la pénibilité serait appliquée, simplement il y a un report d'1 année. Donc vous voyez que dans un système à 2 têtes sur le plan de l'exécutif, c'est quand même la parole du président qui prime. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau du 22h pour débattre de cette conférence sociale. On recommencera ce débat demain soir, puisqu'il y aura demain après-midi le discours de Manuel Valls pour conclure cette seconde conférence sociale, discours que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur notre antenne demain après-midi au son de cloche, dit Jean-Louis Gombaud. On verra, on en débattra demain soir sur ce plateau avec notamment Gérard Larcher et Nicole Bricq. Merci à tous les 4 d'être venus et très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.